et ça commence. Alors, comme vous avez dit, le postpartum, c'est une période qui va de 2 heures après l'accouchement jusqu'au retour de couche. Cette période est à peu près de 6 semaines. Alors, c'est une période qui est marquée par le retour à la normale de l'organisme maternel, parce qu'on était dans un état gravide. Maintenant, il y a une transition pour le retour à l'état non gravide. Alors, les suites de couche, on a dit, elles se terminent à peu près à 6 semaines. C'est le retour de couche. C'est les premières règles après l'accouchement. Pendant cette période, les transformations physiques et psychiques de l'organisme maternel survenues au cours de la grossesse vont disparaître pour revenir à l'état antérieur. Cette période, elle est à risque de complications infectieuses, hémorragiques, mammaires, thromboemboliques, de troubles physiques et psychiques. Ces incidents sont heureusement, dans la plupart des cas, mineurs, mais parfois, ils peuvent être graves, pouvant engager le pronostic fonctionnel, voire vital des parturientes. Alors, la période des suites de couche constitue aussi un moment favorable pour aborder avec l'accouché les notions d'hygiène corporelle, de contrôle de naissance, de contraception et des soins du nouveau-né. La période des suites de couche en hospitalisation, c'est raccourci ces derniers temps. C'est le retour précoce à domicile, le RPAD, et de plus en plus, les femmes demandent et les médecins, les praticiens proposent ce retour à domicile précoce. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une bonne évaluation des patients avant le retour à domicile. Alors, dans les suites de couche, il y a un bouleversement anatomique, il y a une involution utérine qui se fait en 2 semaines. L'utérus va revenir à sa taille pré-gravide en 2 mois. On a le segment inférieur qui va disparaître en 2 jours. Il va s'incorporer dans la zone de jonction corps-col. Le col, il se reconstitue en 1 semaine. Excusez-moi. Et il est fermé à peu près au 21e jour. L'orifice interne et externe reste perméable jusqu'au 21e jour. Il n'est plus punctiforme comme chez la millipare, mais il est allongé de façon transversale en rapport avec les déchirures commissurales de l'accouchement. On peut avoir un ectropion, qui est une éversion de la muqueuse endocervicale. Il est fréquemment visible et persiste pendant à peu près 6 mois à 12 mois. Il ne faut pas le traiter, donc pas électrocoaguler. Il faut patienter au moins 1 année pour voir si on doit le traiter ou pas. Il y a aussi le sein qui va être modifié, l'endomètre, parce qu'il y a une régénération de l'endomètre. C'est ça qui va donner la reprise des règles. Les glandes mammaires vont s'hypertrophier au cours de la grossesse. Elles vont présenter une sécrétion lactée sur l'action de la prolactine 48 heures après l'accouchement. Il faut savoir que la femme qui n'a jamais été enceinte, qui n'a jamais allaité, elle a des seins d'adolescente. Les seins ne deviennent adultes qu'après l'accouchement, parce que le sein va continuer son développement pendant la grossesse et l'allaitement. Sur le plan hormonologique, les oestrogènes vont s'effondrer, puis ils vont remonter sous l'action de la FSH qui va augmenter, dont la sécrétion augmente à partir du 25e jour du cycle, après l'accouchement, excusez-moi, s'il n'y a pas d'allaitement, et après 45 jours après l'allaitement. La progestérone va baisser, elle était très élevée pendant la grossesse, mais elle va baisser pendant les 10 premiers jours après l'accouchement, puis va réapparaître après le 40e jour. La LH, quant à elle, n'est jamais sécrétée avant 40 jours après l'accouchement. Pour ce qui est de la prolactine, elle augmente aussitôt après l'accouchement. Elle arrive jusqu'à 150 nanogrammes par millilitre, de façon plus importante si la femme allaite, parce que le réflexe de succion provoque des pics de prolactine, mais elle va diminuer après 15 jours après l'accouchement et aboutir à des taux de 20 semaines.
Sur le plan biologique, il y a une normalisation des perturbations métaboliques dans les 3 mois. Donc, on a une glycémie, une intolérance aux hydrates de carbone qui va devenir normale. Les constantes lipidiques vont se corriger. C'est pour ça, après un accouchement d'une femme qui fait un diabète pendant la grossesse ou une hypertension pendant la grossesse, on demande toujours une réévaluation biologique à 3 mois. Et puis, l'hypercoagulabilité, elle persiste pendant 2 semaines après l'accouchement. C'est une période à risque de thrombose. Et puis, il y a un retour à normal progressif après 6 semaines. Alors, le retour de couche, c'est quoi? C'est la reprise de la fonction ovarienne. C'est pour ça qu'on a les règles à peu près à 6 semaines. Mais parlons maintenant de la contraception. Donc, ces femmes qui vont accoucher, est-ce qu'elles vont sortir sans contraception ou pas? On a tendance à oublier, même chez nous en Algérie, de donner une contraception du postpartum parce qu'il y a parfois des peurs des médecins ou les patientes ont peur de la pilule pendant la grossesse. Alors, si la patiente elle allait, on sait que la prolactine elle bloque la FSH à l'âge. Et je pense que tout le monde connaît la méthode MAMA, c'est la méthode de l'allaitement maternel et d'aménorrhée. Elle est efficace dans 98% des cas jusqu'à 6 mois en l'absence de retour de règles. Il faut que la patiente allaite, c'est ça la condition, et qu'elle n'ait pas ses règles. Du coup, pendant les 6 mois qui viennent après l'accouchement, elle peut ne pas prendre de contraception. Mais cet allaitement doit être exclusif, il ne faut pas qu'il soit mixte. Et on va avoir au moins une tétée chaque 4 heures dans la journée et une tétée chaque 6 heures pendant la nuit. C'est la condition sine qua non pour que cette méthode réussisse. Mais si on veut donner en contraception, alors pour la femme qui allaite, on peut donner que des microprogestatifs. La recommandation, c'est de les donner au 3e jour après l'accouchement pour qu'elle soit efficace et contraceptive à partir du 25e jour. Sinon, on peut utiliser les méthodes locales, type de spermicide, de préservatif. Si la patiente n'allait pas, donc le nourrisson prend du lait artificiel, là, on donnera des microprogestatifs dès le 3e jour, mais les ostroprogestatifs ne peuvent pas être donnés avant J21, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il reste un état d'hypercoagulabilité après l'accouchement. Du coup, on sait que les oestrogènes perturbent la coagulabilité sanguine, donc il faut les éviter dans cette période. Donc, si la patiente n'allaite pas son nouveau-né, on peut donner des microprogestatifs, donc AJ3, mais la pilule ostroprogestative ne sera donnée qu'à J21. Alors, pour ce qui est du stérilet, avant, il était posé juste après l'accouchement, voire même pendant la césarienne. Mais on sait que quand on le pose précocement, il y a un risque de 20% d'expulsion. Alors, ce qui est recommandé, et ce qui est de pratique courante, c'est de le poser à la visite postnatale entre 6 à 8 semaines. Donc, après involution utérine complète. Pour ce qui est de la lactation, alors sa physiologie est importante à connaître. Il y a la chute de la progestérone après l'accouchement qui va stimuler la sécrétion de la prolactine. Il y a aussi la succion par le nourrisson qui va avoir un feedback positif, donc stimuler la sécrétion d'océotécine qui a un effet galactokinétique. Donc cette succion entretient la production du lait. Les 2 ou 3 premiers jours après l'accouchement, c'est le colostrum, puis survient la vraie sécrétion lactée à partir de 72 heures.
Cette sécrétion lactée, donc, comme on a vu, elle est régulée par la succion, par la prolactine. Et quand on veut arrêter cette lactation, quand on veut faire une ablactation, le plus simple, c'est d'espacer les tétés. Quand on espace les tétés, il y a une diminution progressive de la production du lait. Et entre 1 à 2 semaines, le sein s'assèche, donc il n'y aura plus de production lactée. Il faut éviter les restrictions hydriques et la mise de pression mammaire parce qu'elles sont donc déconseillées. Il y a un risque de déshydratation et de mastite. Ce qui est recommandé quand la patiente veut arrêter d'allaiter pour faire une ablactation, il n'y a pas de justification à utiliser des médicaments pour l'ablactation dans le sevrage au-delà de 1 mois. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que la prolactine va diminuer progressivement et le sein, il devient autonome. Ça veut dire qu'il n'est pas, il subit pas l'effet de la prolactine. Donc, il a un contrôle local. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire de donner, pas que nécessaire, c'est pas efficace de donner une ablactation médicale, chimique, au-delà de 1 mois chez une patiente qui a commencé son allaitement. Maintenant, si on veut faire une ablactation chimique, il y a des médicaments comme la bromocriptine qu'il ne faut plus donner. Malheureusement, on a continué à la donner pendant plusieurs années, même en Algérie. Alors, en France, il y a une enquête de pharmacovigilance entre 1994 et 2012. On a trouvé que l'effet vasoconstricteur a causé 129 cas d'accidents graves, type infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, hypertension artérielle maligne, angiopathie cérébrale et troubles psychiatriques. Du coup, depuis 2013, la bromocriptine est interdite en tant que médicament pour la lactation. Ce qu'on donne maintenant, c'est le Dostinex, la cabergoline. Alors, la cabergoline, on la donne à 2 comprimés en une seule prise dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Si la femme ne souhaite pas allaiter, bien si elle a accouché d'un mort-né. Maintenant, si elle veut arrêter l'allaitement qu'elle a commencé, elle peut prendre un demi-comprimé matin et soir pendant 2 jours, mais, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un délai inférieur à 1 mois après l'accouchement. Parce que quand on dépasse 1 mois, le sein devient autonome. Il n'y a pas de contrôle cérébral ou hormonal sur le sein. C'est juste la succion qui entretient la sécrétion lactée. Donc, quand on veut faire une ablactation, soit la patiente elle ne veut pas du tout allaiter. Dans les 24 premières heures, on donne un comprimé 2 fois par jour, enfin un comprimé matin et un autre le soir. Si la patiente a déjà commencé l'allaitement, mais pour une raison ou une autre, elle voudrait arrêter, là, on donnera un demi-comprimé matin et soir pendant 2 jours, dans un délai inférieur à 1 mois. Alors, quand on va parler des pathologies des postpartum, il y a un cercle vicieux. Nos femmes maintenant, nos femmes enceintes, elles ont toutes une anémie. Selon les enquêtes, c'est dû à l'occidentalisation du mode de vie, à la qualité de la nourriture. Maintenant, les gens mangent dehors, mangent une nourriture rapide, une restauration rapide. On est dans la balbouffe. On devrait revenir à nos anciennes habitudes. Donc, cette anémie, elle favorise l'infection. Cette infection favorise les thromboses. C'est pour ça que la majorité des complications du postpartum sont des infections. Il faut qu'on rompe ce cycle. Il faut corriger l'anémie chez les femmes enceintes avant l'accouchement. Il faut qu'on arrive
avant terme à 12 grammes d'hémoglobine avant l'accouchement, c'est l'idéal. Alors, ces pathologies du postpartum, heureusement, elles sont rarement graves et la majorité de ces complications ou de ces plaintes, elles sont reliées, elles apparaissent les 10 premiers jours après l'accouchement. Donc, je vais faire je peux pas parler de toutes les complications, donc je vais parler des complications les plus fréquentes ou les plus graves. Donc, on va parler des complications mammaires qui ont un large panel et qui prennent une grande place dans les plaintes après l'accouchement. On a déjà l'engorgement mammaire qui est dû à un asynchronisme entre la lactogenèse, donc le sein qui est prêt, et la succion, la lactation. Parfois, parce que la patiente, la maman ne sait pas allaiter, ou bien son enfant n'a pas encore acquis le réflexe de l'allaitement. Alors, cet engorgement mammaire, il se manifeste à peu près la première semaine du postpartum, le plus souvent. Cliniquement, on va avoir des seins qui sont remplis de lait, qui sont gonflés, durs, tendus et très douloureux. Ça peut s'accompagner d'un fébricule ou d'une fièvre, mais qui ne dépassent pas 38 degrés 5 Celsius. Devant un engorgement mammaire, il faut rassurer la patiente. Il faut lui apprendre à faire des massages mammaires avec des douches chaudes alternées avec des douches froides. On peut utiliser des topiques locaux comme l'huile d'amande douce ou la lanoline. On peut aider aussi, dans les cas extrêmes, par une injection de 2 unités de Centocino 20 minutes avant la tétée. Il faut le faire d'une façon ponctuelle, bien sûr. Si le bébé n'arrive pas à téter bien, il faut utiliser un tire-lait pour désengorger ses seins, pour les vider. On peut utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais il ne faut pas dépasser les 48 heures. Donc, il faut rassurer la patiente et dire que l'engorgement, il est banal, parce qu'il va regresser entre 24 et 48 heures. On a aussi les crevasses du mamelon. Alors, les crevasses du mamelon, c'est une petite brèche au niveau de la peau du mamelon ou à la jonction mamelon-aréole. Elle apparaît les premiers jours de l'allaitement. On a des bouts de sein qui vont présenter des irritations, des érosions, parfois même des saignements. Le mamelon est douloureux, mais dans ce cas, il n'est pas accompagné de fièvre. Alors, il est dû soit à une mauvaise position du bébé par rapport à l'aréole, dans 85% des cas, ou à un problème de succion, notamment un frein de la langue. Alors, la conduite à tenir devant les crevasses du mamelon, c'est qu'il faut rectifier la prise du sein. Il faut apprendre à cette jeune maman comment tenir son bébé, comment lui donner le sein. Il faut des soins d'hygiène aussi, notamment la pose d'une goutte de lait sur cette crevasse. Elle a une vertu cicatrisante après chaque tétée. Et puis, laisser les bouts de sein à l'air après chaque tétée. Il faut les nettoyer, les assécher et les laisser à l'air. Si la douleur est très, très importante, on peut utiliser des bouts de sein en silicone et comme ça, on peut donner la tétée sans que la patiente en souffre. Il faut savoir que un quart des femmes qui allaitent ont des crevasses. On a aussi la candidose mammaire. C'est un placard rétémateux rouge à bord festonné et squameux. Ça peut être dû à l'excès d'antibiotiques, à la flore intestinale déséquilibrée, à l'excès de sucre chez la maman, aux crevasses ou surtout à l'utilisation d'une tétine. Je pense que l'utétine doit être proscrite parce qu'elle donne beaucoup de candidose et ce n'est pas quelque chose qu'on peut stériliser toujours. Donc, la tétine doit être évitée chez les nourrissons.
Vous avez, alors le traitement, il doit être simultané. Il faut traiter la maman et l'enfant, sinon on a un risque de récidive, et donc de réinfection. On peut utiliser des pommades antifongiques sur le mamelon 3 fois par jour après chaque tétée. Et bien sûr, il faut l'appliquer dans la bouche du nourrisson. On peut utiliser le bicarbonate de soude, l'extrait de pépins de pamplemousse. Et si échec, on va passer à la voie générale. Donc, on va donner un traitement antifongique en comprimé qui sera poursuivi pendant 2 à 3 semaines. Ce traitement va être accompagné de mesures d'hygiène, surtout le lavage régulier des mains de la maman et du bébé, les bouts de sein qui doivent être laissés à l'air le plus souvent possible. J'ai écrit là stériliser les sucettes, mais je pense qu'il faut éviter carrément les sucettes, mais il faut stériliser les tire-laits. Vous avez aussi la lymphangite mammaire. C'est une massite inflammatoire due à une inflammation du réseau lymphatique superficiel. C'est le réseau lymphatique du sein qui est inflammé. Son début, il est brutal entre le 5e et le 10e jour et fait souvent suite à un engorgement mammaire ou à une crevasse. Alors, cliniquement, on va avoir une hyperthermie à 39-40, une douleur mammaire violente, unilatérale. On a un placard rouge, chaud, douloureux, parfois avec une traînée rosâtre vers les selles. C'est la lymphatique qui est visible sous la peau, associée à une adénopathie axillaire douloureuse. Alors, si on met une goutte de lait sur une compresse, on ne va pas trouver de pus. C'est le signe de Budin négatif. Son traitement, c'est l'hygiène rigoureuse, les antalgiques de niveau 1, type paracétamol, plus ou moins associés à des anti-inflammatoires de courte durée. Il n'est pas nécessaire d'arrêter l'allaitement parce que c'est amicrobien. À côté de ça, on a la galactophorite, qui est une mastite là infectieuse microbienne. C'est l'infection d'un ou plusieurs canaux galactophores qui peut être aiguë avec rougeur et sensibilité. Cliniquement, on va avoir l'appareil dans les suites d'une lymphangite vers le 10e ou 15e jour du postpartum. Son début est progressif avec une fièvre modérée et douleur mammaire unilatérale. Alors, si on met une goutte de lait sur une compresse, on va trouver du pus. C'est le signe de Budin positif. À la mise en culture de ce lait, on trouve le staphylocoque aureus. Le traitement, dans ce cas, c'est arrêter l'allaitement par le sein infecté. Le lait doit être tiré et jeté jusqu'à guérison. Si on ne tire pas le lait, on va avoir un engorgement mammaire. Donc, on va encore compliquer le tableau clinique. L'antibiothérapie doit être active sur le staphylocoque doré. Notamment, on donne l'amoxicilline et l'acide clavulanique. Et puis, on va adapter notre antibiotique selon les résultats bactériologiques. Alors, devant une mastite, excusez-moi, je crois que voilà. L'abcès du sein. Alors, l'abcès du sein, c'est souvent chez la patiente qui allait, c'est souvent des abcès profonds, périphériques. Ils suivent généralement l'engorgement mammaire ou la galactophorite, qui sont les facteurs de risque les plus importants. Contrairement aux abcès non purpuraux, en dehors de la grossesse et de l'accouchement, c'est un abcès périphérique. Mais les abcès en dehors de la grossesse et de l'accouchement, c'est des abcès centraux. On a un tableau clinique qui est lourd, brutal, on a une hyperthermie très élevée
oscillante, donc il y a de la fièvre et l'hypothermie. On a des adénopathies axillaires douloureuses, une altération de l'état général. Si on a un doute avec une mastite ou un cancer du sein, on peut s'aider d'une échographie mammaire. Alors, est-ce qu'on va arrêter l'allaitement ou pas? Il y a ceux qui disent qu'on peut ne pas arrêter l'allaitement si la bouche du bébé n'est pas trop proche de l'abcès et du site de ponction. Parce que le lait maternel est généralement exempt de germes pathogènes. Donc, il est toujours possible d'allaiter avec le sein qui a un abcès tant qu'il est périphérique et loin du mamelon. Comment traiter les abcès? C'est vrai que dans la pratique courante, c'est toujours la chirurgie. Mais ce qui est recommandé maintenant, c'est la ponction éco-guidée. Alors, il y a un protocole de ponction d'abcès du sein. Il faut faire une ponction éco-guidée sous anesthésie locale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aspirer sous vide le pus et on va laver cette cavité avec du sérum physiologique, avec du lavage répété. Et cette ponction peut être répétée plusieurs fois jusqu'à guérison. Bien sûr, ce pus, on va l'envoyer en bactériologie. Cette patiente sera suivie et surveillée chaque 2 jours. Et on fera des échographies de contrôle une fois par semaine jusqu'à résolution complète. Ce qui permet de ne pas hospitaliser ces patientes, de ne pas avoir une cicatrice anesthétique et de ne pas arrêter l'allaitement. Maintenant, la chirurgie, elle devrait être réservée aux échecs de la ponction et aux gros abcès qui sont supérieurs à 3 cm. Quand on opère pour un abcès du sein, on va drainer, on va mettre une lame de drainage. Du coup, la patiente, elle est faite sous anesthésie générale, elle est hospitalisée, il y a une très mauvaise cicatrice, et puis la patiente doit arrêter son allaitement. Donc, il faudrait qu'on développe ces techniques de ponction éco-guidée pour vidange d'abcès et qu'on réserve la chirurgie qu'au cas d'échec de ponction ou pour les gros abcès. À côté de ces pathologies mammaires, on a les troubles psychiatriques qui atteignent, par exemple, notamment le baby blues qui atteint les femmes au 3e jour. Elle est considérée comme normale. La femme, on va la trouver asthénique, elle pleure facilement. En fait, la patiente, la parturiente, elle doute de ses capacités d'être une bonne mère, d'être une bonne maman. Elle touche à peu près 30 à 90% des mères. C'est pour ça qu'il faut accompagner la parturiente par la sage-femme, par l'accoucheur, par l'infirmière, mais surtout par les parents dans cette période de transition entre l'état gravide et l'état non gravide. Ces symptômes devraient regresser spontanément, rapidement, mais s'ils ne régressent pas, il faut redouter une dépression, une psychose purpurale. La psychose purpurale, elle associe le plus souvent un état dépressif et un délire. Il y a cette notion de délire surtout qui est centrée autour de l'enfant et de la maternité, avec risque d'infocide, de suicide, donc de passage à l'acte, ce qui justifie de séparer la mère de l'enfant et d'hospitaliser en psychiatrie ces patientes. Alors, on vient de parler des complications mammaires, des pathologies psychologiques et psychiatriques. Maintenant, on va parler des infections purpurales. Alors, toute l'infection purpurale est toute infection qui survient entre la rupture des membranes ou le début du travail et jusqu'au 42e jour du postpartum. Ça veut dire 6 semaines. Ça, c'est la définition de l'OMS. Avant, c'était la première cause de mortalité périnatale. Mais grâce à l'évolution des pratiques, à la l'asepsie, au gré de la chirurgie, en mesure d'isolement,
On a un contrôle relatif de cette mortalité qui a baissé. Il y a aussi, à côté des antibiotiques, qui ont tout bouleversé et qui ont changé la clinique de ces infections. Alors, le taux de décès par infection dans le pays développé est de 10 à 17 pour 100 000 naissances et l'infection représente à peu près 12%. Le taux de décès maternel dans les pays sous-développés va jusqu'à 438 pour 100 000 naissances et dans 30 à 39%, elle est due à l'infection purpurale. Ce qui veut dire que dans nos pays, en Afrique, on doit faire un effort considérable sur les risques d'infection, sur l'asepsie et sur nos pratiques qu'on doit améliorer. L'infection purpurale, donc du postpartum, est la première cause de réadmission après la sortie de la patiente. C'est 15% des cas de réadmission sont dus à une pathologie infectieuse, soit une endométrite, soit un abcès, soit une infection de plaie en cas de césarienne. Alors, parlons de l'endométrite du postpartum. C'est la première cause de fièvre du postpartum. Elle est souvent précoce, entre J3 et J5 après l'accouchement. Qu'est-ce qui favorise cette endométrite? C'est les césariennes et les vaginoses. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas l'accouchement normal, mais c'est la césarienne qui est la cause la plus importante. Alors, le diagnostic, il est clinique. On a une femme qui présente une fièvre à 38, un utérus qui est gros, qui n'est pas bien involué, il est mou, il est douloureux à la mobilisation. On a surtout des lochies malodorantes qu'il faudrait prélever pour la bactériologie et des métrorages. Sur le plan biologique, on va faire une formule, on va trouver une leucocytose. La CRP, elle est élevée. L'imagerie, elle n'est pas indispensable. Le diagnostic de l'endométrite du postpartum, il est clinique. Sinon, si on doit faire une imagerie, on fera une écho, un scan, une IRM, mais ça, en cas de non-réponse au traitement antibiotique ou devant un tableau grave. Mais sinon, le diagnostic, il est clinique. Sur le plan bactériologique, c'est surtout les streptocoques à galaxie, les anaérobies de la flore vaginale, les streptocoques aureus, les Escherichia coli, mais souvent, c'est des infections polymicrobiennes. Alors, l'endométrite du postpartum, les facteurs de risque, cette endométrite, l'incidence, elle est liée surtout au type d'accouchement. Alors, si on fait un accouchement par voie vaginale, le risque est de 1 à 3%. Si on pratique une césarienne programmée, il est de 5 à 15%. Mais en cas de césarienne, dans le cas de l'urgence, le risque varie de 15 à 20%. On a aussi d'autres facteurs de risque, la vaginose, donc le portage microbien. C'est pour ça qu'il faut faire des prélèvements vaginaux avant l'accouchement pour traiter ces patientes. L'obésité, le niveau économique, socio-économique bas, et pendant le travail, les touchés vaginaux répétés pendant le travail, les manœuvres endo-utérines, le travail prolongé, la rupture des mouvements et l'hémorragie de la délivrance. Comme on a dit tout à l'heure, il y a un cercle vicieux, anémie. L'anémie favorise l'infection qui favorise la thrombose. Alors, quel traitement à donner en cas d'endométrite du postpartum? Ce qui est recommandé, c'est la clindamycine, plus Genta. C'est le traitement de référence. On peut ajouter de l'ampicilline si on suspecte l'entérocoque ou s'il n'y a pas d'amélioration au bout de 48 heures. Après, on peut avoir d'autres alternatives comme schéma thérapeutique à la clindamycine. On peut mettre de l'amoxicilline avec de l'acide clavulanique, de l'amoxicilline avec du métronidazole, des céphalosporines deuxième ou troisième génération. Le traitement, il doit
être prolongé jusqu'à avoir 48 heures d'apérixie et puis on l'arrête. On n'a pas besoin de faire un relais péros. Donc, vous traitez la patiente. Quand elle n'a pas de fièvre, on prolonge de 48 heures après l'apérixie, puis on arrête le traitement. Il est possible de traiter ces patientes aussi en ambulatoire quand c'est une endométriite peu sévère et précoce, et tardive le plus souvent. Parce que quand elles sont précoces, elles sont graves. Quand elles sont tardives, elles sont moins graves. Donc, on peut traiter par voie orale et à domicile des endométrites tardives qui ne sont pas très, très symptomatiques. À côté du traitement antibiotique, on peut mettre des utérotoniques qui vont participer à la détertion de la gravité utérine. Il faut proscrire les gestes endoutérins. Parfois, on peut jeter un regard oscilloscopique en cas de complications, notamment la pelvipéritonite. On peut faire une culdotomie, donc ouverture du cul de sac de Douglas pour drainer un abcès du Douglas. Et on peut s'aider de nos amis radiologues pour faire un drainage radioguidé. Alors, comment prévenir ces endométrites du postpartum? D'abord, c'est la sepsie. Un accouchement ne peut pas être toujours stérile, c'est clair, mais il faut mettre une casaque, mettre des gants et mettre des champs stériles et avoir du matériel stérile et faire l'accouchement dans un bloc d'accouchement qui est en norme, ce qu'on n'a pas toujours, même chez nous en Algérie. Et puis, il y a l'antibioprophylaxie. Alors, quand c'est un accouchement par voie basse, on va mettre l'amoxicilline, mais quand c'est une césarienne, en urgence ou en prophylactique, il y a un bénéfice net sur les infections qui réduit le risque de 75% en donnant une heure avant la césarienne une injection de céphalosporine de première ou deuxième génération. Une heure avant la césarienne, qu'elle soit en urgence ou en programmée, il faut injecter une céphalosporine de première ou deuxième génération, ce qui réduit 75% de risque d'endométrite, ce qui est énorme. Donc, la sepsie, l'antibioprophylaxie peuvent changer la donne dans les infections du postpartum. À côté de ces endométrites, on peut avoir des complications, notamment les abcès pelviens. Alors, l'abcès pelvien, il est secondaire à une endométrite du postpartum et il est diagnostiqué à l'imagerie, en échographie ou une IRM. Dans ce cas, il faut prolonger l'antibiothérapie. Maintenant, si ça ne cède pas, on peut avoir recours à la cystiochirurgie ou au drainage radioguidé. Et chez les femmes jeunes, on peut faire un deuxième look cystoscopique après 6 à 8 semaines de guérison pour voir s'il y a des adhérences, pour faire des prélèvements, pour faire une analyse et pour donner un pronostic de la fertilité. Il y a une autre complication, c'est des endométrites, c'est la pelvipéritonite. Alors, la pelvipéritonite, on va avoir une fièvre élevée, un empattement des cul-de-sac, un utérus mou, des douleurs très vives, une défense pubienne et un syndrome subocclusif ou occlusif. On nécessite une réanimation et des antibiotiques. On ne va pas opérer une pelvipéritonite. Son traitement, c'est la réanimation et les antibiotiques. Mais parfois, cette pelvipéritonite peut devenir une péritonite généralisée, peut s'abséder, et là, c'est le traitement chirurgical. Parfois, et contrairement à péritonite en chirurgie, par perforation d'organes creux, les signes d'irritation péritoniale peuvent être absents et l'arrêt des gaz peut être remplacé par une diarrhée. Donc,
devant un tableau de péritonite d'origine gynécologique, on n'a pas toujours cette notion d'arrêt des matières et des gaz. On peut avoir même une accélération du transit. Une autre complication, c'est la dissémination périnéale. Là, c'est une patiente qu'on a reçue chez nous. Elle avait fait un abcès. Elle a fait une péritonite qu'on croyait guérie. Et bien, finalement, elle a fissulisé au niveau de la fesse. Et vous voyez combien de pus qui est sorti. C'est une dissémination périnéale. C'est exceptionnel. Cette patiente a bien évolué sous traitement triple antibiothérapie. On l'a hospitalisée pendant une quinzaine de jours et puis on a fait des soins locaux. La septicémie, heureusement qu'elle est devenue rare, c'est la fièvre purpurale historique. Elle est due à une infection nosocomiale par streptocoque A, qui est manuportée ou par voie aérienne. C'est pour ça qu'il faut mettre une bavette au bloc d'accouchement, parce qu'on peut, le personnel de soins peut transmettre les germes par voie aérienne. Le tableau, il est bruyant. C'est une septicémie qui est mortelle. Heureusement, grâce aux antibiotiques et à l'amélioration des conditions d'hygiène en salle de travail, cette fièvre, cette septicémie, elle est devenue anecdotique. Donc, on ne voit pas, c'est exceptionnel. Et une autre complication de la pelvie, de l'endométrite, c'est la thrombose de la veine ovarienne. C'est une complication très rare. Elle peut mettre en jeu le pronostic vital maternel. Souvent, c'est à droite. Cette thrombose peut s'étendre à la veine cave inférieure. Elle entraîne un risque d'embolie pulmonaire et nécessite une prise en charge urgente. Le tableau clinique, il est difficile à distinguer parce on peut simuler une appendicite, une torsion de kyste ovarien, un abcès tubo-ovarien, une colique néphritique, un psoriasis. C'est rare. Le diagnostic, il n'est pas évident. Mais comment est pensé, on verra maintenant. Donc, ce qui est recommandé, devant une infection du postpartum, on va mettre des antibiotiques. Puis si ça persiste, au bout de 3 jours, il faut faire un scanner. On a dit que devant une endométrite, on ne va pas faire un bilan radiologique, c'est la clinique. Mais si persistance des symptômes après 3 jours d'une bonne antibiothérapie, là, il faut penser aux complications. Vous faites un scanner, on peut trouver un abcès profond, une pelvipéritonite ou une thrombose pelvienne. Et là, le traitement, c'est l'héparinotherapie à dose hypocoagulante. Alors, un autre sujet qui est très fréquent, mais on n'y pense pas souvent, c'est l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire, des fois, elle est définie par la survenue de fuites involontaires d'urine, objectivement démontrable, responsable d'un problème d'hygiène. Ce qu'il faut savoir, c'est que 30% des femmes enceintes et 20% des femmes ayant accouché présentent des fuites urinaires. Elle touche davantage les femmes incontinentes avant ou au début de grossesse. Donc, cette incontinence du postpartum, elle est plus fréquente chez les femmes qui avaient un antécédent de continence ou qui avaient une incontinence au début de grossesse. Heureusement, un tiers de ces femmes incontinentes guérissent spontanément entre 12 et 18 mois. Lors de la constatation postnatale, il est essentiel de faire le bilan de cette incontinence. Donc, à 6 semaines, à 8 semaines, quand on revoit la post-accouchée, il faut parler avec elle
de ces plaintes. Donc, chercher cliniquement, il faut examiner la patiente pour voir s'il y a une incontinence ou pas. Parce que la plupart vont disparaître et ce qui reste, il faudrait le traiter. Alors, quels sont les facteurs de risque qui prédisposent à l'incontinence du postpartum? La grossesse est un facteur de risque d'incontinence du postpartum. Parce que les hormones ont une incidence sur la tonicité des tissus musculaires et ligamenteux du plancher pelvien. Ces derniers vont se relâcher. Donc, il y a l'affaiblissement des muscles du périnée qui provoque alors des fuites urinaires. Donc, déjà, la grossesse est un facteur de risque d'incontinence. C'est important à savoir que ce n'est pas que l'accouchement, mais la grossesse, l'état gravide est un facteur d'incontinence urinaire. La césarienne, 3 à 4 % des femmes ayant été césarisées présentent une incontinence, ce qui veut dire que la césarienne n'évite pas toujours l'incontinence, parce que 3 à 4 % des femmes césarisées présentent une incontinence. Alors, pour ce qui est de l'accouchement par voie basse, lors des contractions et des poussées, les muscles du périnée subissent une grande pression et un étirement important. Il y a aussi certaines pratiques obstétricales. L'induction du travail par la prostaglandine. Les efforts expulsifs mal faits avant dilatation complète, parce que les femmes ne savent pas quand est-ce qu'elles doivent pousser. L'expression abdominale, qui malheureusement existe toujours alors qu'elle est bannie. La déchirure périnéale ou l'épisiotomie trop tardive. La vessie pleine avant l'expulsion, parce qu'il faut toujours vider la vessie avant l'expulsion. Et les accouchements dystociques. Tout ça favorise l'incontinence. Il y a aussi les facteurs génétiques. Alors, les femmes de race noire ou asiatique font moins d'incontinence. Et les femmes de race blanche font plus d'incontinence. Et puis, il y a les facteurs familiaux, les apparentés. Il y a 20% d'incontinence chez les femmes qui ont une apparenté incontinente. Alors, on a vu que l'accouchement favorise l'incontinence. Alors, on va se dire pourquoi on ne va pas césariser toutes nos femmes alors? Puisqu'il n'y a que 3 à 4% de ces femmes qui ont été césarisées qui vont être incontinentes et qu'on a à peu près 30% des post-accouchés qui vont avoir une incontinence. Est-ce que c'est une incontinence qui est un problème fonctionnel et qui va se corriger dans un tiers des cas tout seul, nécessite de recourir à une césarienne qui a ses complications quand même. Parce que si on présente comme ça le tableau, c'est l'accouchement qui provoque les incontinences, et bien toutes nos patientes vont nous demander de subir une césarienne. Mais on vient de voir que la grossesse elle-même est un facteur d'incontinence. Du coup, ça ne vaut pas le coup de césariser plus de femmes pour éviter un problème fonctionnel qui peut être traité d'une façon moins agressive. Alors, quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour éviter les incontinences du postpartum? D'abord, il faut diminuer les inductions de travail parce que on a tendance maintenant, quand la patiente rentre, on fait un déclenchement du travail. Il faut laisser le travail commencer tout seul. Il faut attendre, il faut être patient que les contractions viennent toutes seules. Il faut réduire les inductions de travail. Abolir, non, c'est déjà abolir l'expression abdominale au cours de l'accouchement. C'est vrai que continue à le faire, mais c'est aboli, c'est interdit. On n'a pas à faire une expression abdominale pendant l'accouchement. Les seules indications qui restent pour l'expression abdominale, c'est la rétention de tête dernière lors de l'accouchement du siège, quand la tête est bloquée. Et pendant la césarienne, c'est on n'arrive pas à faire l'extraction. Mais sinon, quand il y a un accouchement, il ne faut jamais faire l'expression abdominale. Mais surtout aussi, il faut développer la rééducation anténatale. Alors, la rééducation anténatale, je vais vous dire, même en Algérie,
Elle n'existe pas dans les secteurs étatiques. Elle commence timidement à se faire en secteur privé. Il y a quelques petits centres, mais c'est pas encore une pratique courante. Alors, une étude chez les primipares, elle a comparé deux groupes de femmes, un groupe sans rééducation et un groupe avec rééducation, ayant subi 5 séances mensuelles l'exercice du plancher pelvien. Eh bien, 3 mois de postpartum, le groupe avec rééducation a eu 19% d'incontinence et le groupe sans rééducation, c'est 32%. C'est presque le double. Donc, elle a son intérêt, la rééducation anténatale et la préparation à l'accouchement. L'incontinence anale. Alors, si l'incontinence urinaire est tabou, on ne parle pas. Que dire de l'incontinence anale? Elle est encore plus taboue. Alors, vous voyez, une femme qui est jeune, qui a une activité sociale, une vie professionnelle, et qui a une incontinence anale, ça va bouleverser toute sa vie. Il y a un retentissement qui est invalide dans sa vie professionnelle, dans sa vie quotidienne et dans ses relations capées, dégradées et honteuses. Alors, après le premier accouchement, 13% des femmes ont une incontinence anale le plus souvent, heureusement, c'est des fuites de gaz. Et 1 à 2% des cas, il s'agit de perte de sel. Alors, quel est le mécanisme? Il y a 2 mécanismes responsables. Il y a la rupture des sphincters de l'anus et lésion du nerf pudendal. Elle peut survenir en cas d'utilisation de ventouses, de forceps, de gros bébés, une dystocie des épaules, une épisiotomie médiane allant vers l'anus, un accouchement prolongé, une expulsion prolongée et une déchirure du périnée sévère lors du premier accouchement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'incontinence anale et dans l'incontinence urinaire, le facteur de risque le plus important, c'est le premier accouchement. C'est pas le deuxième et le troisième, c'est pas plus la femme accouche, plus elle a d'incontinence. Non. Le facteur incontournable, c'est le premier accouchement. Alors, heureusement, l'incontinence anale du postpartum regresse le plus souvent durant les mois qui suivent l'accouchement. Heureusement. Alors, qu'est-ce qu'il faut recommander à ces femmes? Une rééducation. Quand elle a une incontinence urinaire ou anale, ce qu'on recommande, c'est la rééducation. Alors, pour qui? Pour les femmes asymptomatiques? Non, c'est pas recommandé. Donc, elle est recommandée pour traiter une incontinence urinaire qui persiste à 3 mois du postpartum et une incontinence anale qui persiste aussi. La rééducation périnéale n'est pas recommandée pour prévenir un prolapsus ni des dyspareunies. La rééducation, elle est recommandée pour l'incontinence urinaire et pour l'incontinence anale. Quand est-ce qu'il faut faire ça? C'est après la constatation du post-natal. Donc, à 6-8 semaines, on a dit qu'elle doit. Comment? Parce que la plupart, enfin, un pourcentage important de ces incontinences va disparaître durant les premiers mois. Donc, on va attendre la consultation postnatale qui se fait à 6-8 semaines pour examiner ces patientes et faire le tri entre les femmes incontinentes et les femmes qui n'ont pas d'incontinence. Mais cette rééducation doit commencer avant la reprise de l'activité professionnelle. Alors, comment se fait la rééducation? C'est 10 séances de rééducation. Il y a 3 techniques. On a la rééducation manuelle. Elle consiste en une contraction volontaire répétée des muscles releveurs de l'anus avec sollicitation ou résistance par les doigts intravaginaux du thérapeute. Donc, le thérapeute va mettre ses doigts
dans le vagin et la patiente va contracter ses muscles releveurs. Il y a le biofeedback. Il permet au moyen d'une sonde vaginale associée à un signal sonore ou visuel de matérialiser la contraction et le relâchement. Ce qui va apprendre à la patiente, une prise de conscience de la patiente du fonctionnement de son périnée. Donc, on a un signal. Chaque fois qu'il y a une bonne contraction, que la patiente se contracte bien, vous avez un signal lumineux au sonore qui nous dit est-ce que la contraction est bien faite ou pas. Et puis, vous avez l'électrostimulation qui consiste à stimuler électriquement les muscles du périnée par une sonde vaginale, ce qui va entraîner leur contraction. Alors, quels sont les résultats de la rééducation du postpartum? Pour ce qui est de l'incontinence urinaire, alors, il y a une nette amélioration à court terme, mais à long terme, il y a beaucoup de femmes qui vont devenir incontinentes. C'est la même chose pour l'incontinence anale. À court terme, dans l'année qui suit, on a une très bonne amélioration, mais il y a des femmes qui vont devenir incontinentes dans les années qui suivent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces incontinences anales et ces incontinences urinaires? D'abord, l'éducation. Il faut apprendre aux patientes à protéger une protection périnéale, apprendre à avoir une compétence abdominale. Donc, ça veut dire qu'il faut limiter la prise de poids, lutter contre la contraception, pour lutter contre la levée de charges lourdes. Il faut faire un massage du périnée avant l'accouchement, ce qui diminue les déchirures de deuxième et troisième degré et les extractions instrumentales. Il faut préparer nos patients à l'accouchement comme ça se fait dans les pays développés. C'est très important, la préparation à l'accouchement, parce que ça évite les extractions instrumentales et les déchirures, les incontinences urinaires et les incontinences anales. Et la rééducation, elle peut se faire par un kinésithérapeute, une sage-femme ou un gynécologue, soit dans le service de gynéco, d'obstétrique, soit chez un kinésithérapeute. Alors, pour ce qui est des périnées compliqués ou complets, quand on a une déchirure du périnée, du troisième ou du quatrième degré, quand vous avez une déchirure du périnée, il ne faut pas juste suturer, réparer et lâcher la patiente dans la nature. La rééducation, dans ce cas, doit être précoce dès la sortie de la maternité. Il faut réparer il faut diagnostiquer cette déchirure, bien la réparer et orienter votre parturiente en rééducation. Cette rééducation doit être précoce parce que là, on a une déchirure. C'est pas comme l'incontinence urinaire et anale. Il faut attendre 3 mois. Là, c'est précoce à la sortie de la maternité. Pourquoi? C'est l'objectif d'éduquer, de protéger ce périnée qu'on a réparé. On va supprimer les efforts délétères les effets délétères de certains efforts sur le périnée. Acquérir les réflexes protecteurs, le verrouillage périnéal précoce à l'effort. Ça, c'est le rééducateur il va l'apprendre à la patiente comment verrouiller son périnée, comment contracter son périnée, comment protéger son périnée. Alors, pour conclure, je vais dire que le postpartum est une période de surveillance et de prévention. Les petits soucis, ils sont fréquents. On peut avoir des hémorroïdes, un engorgement mammaire, une crevasse. Les complications graves sont heureusement rares. La surveillance est centrée sur les constantes et principalement sur la température, l'utérus, les seins et les mollets. Les causes de fièvre du postpartum sont nombreuses.
les plus fréquentes étant les moins graves, heureusement, c'est notamment la montée laiteuse. Les autres causes sont importantes à connaître. On a les infections purpurales, les phlébites, les infections urinaires et les problèmes d'infection au niveau du périnée, de l'épisio, de la déchirure ou de la cicatrice de césarienne. Le postpartum, c'est un bouleversement de la femme qui était enceinte, qui s'est adapté, son corps, son psychisme, sa biologie, son anatomie s'est adapté à cet état gravide. Et puis, vous avez l'accouchement, qui est un choc. La patiente, elle va se vider, elle va sortir de ses tripes son bébé. Donc, il y a déjà l'effet psychologique, parce qu'il lui appartient plus qu'à elle seule. Ce bébé qu'elle a porté pendant 9 mois, maintenant, elle va le partager avec d'autres personnes. Donc, il y a un bouleversement psychologique. Il faut qu'elle apprenne à l'allaiter, ce qui n'est pas facile quand c'est son premier. Cette patiente a peur de ne pas être à la hauteur, elle a peur de ne pas savoir élever son enfant. Et puis, il y a ce retour à la normale. Son corps va encore changer. Elle s'est adaptée à un état. Elle doit se réadapter maintenant. Elle doit reprendre son activité d'avant. Et tous ces bouleversements peuvent avoir des conséquences, heureusement, qui sont souvent bénignes. Et je vous remercie. Merci beaucoup à vous, professeur, pour ce contenu aussi explicite et également pour avoir adapté les diagnostics et les traitements en même temps. Merci vraiment à vous. C'est moi. Comme d'habitude, nous allons laisser la parole aux professionnels qui sont présents actuellement. Si vous avez des préoccupations, des questions, c'est toujours la même règle. Vous levez la main et on vous donne la parole. Monsieur Jude Axael, autant pour moi. Vous avez la parole. Merci, docteur, de m'avoir passé la parole. Merci, professeur, pour la brillante présentation. Moi, c'est docteur Yungi Jude, médecin exerçant à Douala, au Cameroun. J'avais juste une petite question à propos de la surveillance en postpartum. Dans notre quotidien de pratique, nous voyons souvent des hôpitaux où les médecins traitants laissent sortir la patiente à J1 postpartum, d'autres par précaution vont jusqu'à J3. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une recommandation par rapport au jour de surveillance du postpartum? L'idéal, c'est de faire sortir nos patientes par précaution à partir de quel jour? Merci. Oui, merci à vous et très honoré de, de vous connaître et de vous parler là. Avant, ce qui est recommandé, c'est 4-5 jours, même dans les pays développés, ils gardaient les patientes. Mais maintenant, il y a le développement du retour rapide à domicile. On essaie d'hospitaliser moins les patientes par souci soit d'organisation, de place ou économique. Et puis, les patientes, quand elles séjournent plus à l'hôpital, elles risquent des infections nosocomiales. Et puis, la patiente, elle est mieux chez elle. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que il faut faire le tri, il faut faire un bon examen clinique pour voir, pour détecter les patientes à risque qu'il faut garder plus longtemps. Et quand vous avez des patientes, une jeune maman qui n'est pas obèse, qui n'a pas de maladie, dont l'accouchement s'est bien déroulé, c'est pas un accouchement dystocique, il n'y avait pas de manœuvre endoutérine, il n'y a pas de fièvre, elle est en train d'allaiter, elle est en train de marcher, elle va bien, vous l'examinez, il n'y a pas de facteur de risque de thrombose. Tout cela éliminé, la patiente peut sortir à J1, c'est ce qu'on fait nous aussi, chez nous. Donc, les patientes qui n'ont pas de tard, qui n'ont pas de pathologie, dont l'accouchement n'est pas dystocique, on les fait sortir à J1. Pour les autres, on préfère les garder. Les recommandations maintenant, avant c'était 4-5 jours, maintenant c'est le retour précoce à domicile. Mais sous d'autres cieux, ils ont aussi la consultation à domicile, ce qu'on n'a pas chez nous. Eux, ils peuvent faire sortir les patients plus précocement que nous parce qu'ils vont envoyer une sage-femme, une infirmière, un médecin pour faire un prélèvement à domicile, pour changer un pansement à domicile, pour contrôler la patiente. Elle peut appeler le SAMU, elle peut appeler le médecin, mais
Chez nous, je crois qu'on ne peut pas faire ça. Donc, il faut vraiment sélectionner les patients qui devraient sortir et celles dont on soupçonne qu'il y a des facteurs de risque et on préfère les garder et les surveiller. Mais généralement, nous, on les fait sortir à J2 quand il n'y a rien. Mais J1, patiente qui n'a pas de tard, accouchement eutoxique, elle peut sortir à J1. Merci, Donc, professeur. c'est au cas par cas. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien examiner les patientes pour sélectionner celles qui restent et celles qui sortent. Voilà. S'il y a d'autres questions. D'accord. Il y a Monsieur Pascal qui a levé la main. Je vous donne la parole. Merci de vous présenter et de nous dire votre préoccupation. Monsieur Jembo Pascal, vous avez la parole. Bon, je ne sais pas si Monsieur Jembo Pascal est avec moi, parce que son micro est toujours fermé. Oui, oui, je crois avoir activé. C'est bon? Oui, on vous reçoit. Bonsoir. Allô? Oui, on vous reçoit, Monsieur Pascal. Merci de vous bonsoir. poser votre préoccupation. Bonsoir. Merci et bonsoir. Je suis Jimbo Pascal, infirmier diplômé d'État exerçant à Abéché au Tchad. J'ai une préoccupation par rapport à notre contexte actuel ici au Tchad. Nous, le problème se pose sur le local, mais tout à l'heure, quand le professeur expliquait, il avait parlé d'un jour, 1 à 2, 3 jours, voire la mise en observation pour le contrôle des postpartum. Alors que chez nous ici, juste 30 minutes déjà, les parents commencent déjà à réagir s'il n'y a rien. On nous demande est-ce qu'on peut déjà les libérer ou bien pas encore. Et à l'heure où je vous parle, j'ai eu une femme sur la table en travail d'accouchement. Et là, c'est pas facile de maintenir la femme. Dans notre contexte, que me dirait le professeur? Merci d'avoir prendre en compte ma préoccupation. Merci. C'est moi qui vous. C'est moi. Alors, vous ne pouvez pas les sortir à 30 minutes. C'est pas possible. Parce que la patiente, quand elle accouche, elle doit rester sur la table d'accouchement au moins 2 heures. D'accord? Parce qu'elle peut vous faire une hémorragie de la délivrance, une hémorragie du postpartum. 2 heures de surveillance, ça, c'est le minimum en salle d'accouchement. Donc, pas possible avant 2 heures, ça, c'est sûr. Maintenant, ce que j'ai dit, nous aussi, on n'a pas beaucoup de place. Hein. On a une démographie importante. Dans mon service, nous, on tourne. Chaque jour, on doit faire sortir les malades pour admettre d'autres, hein, parce que sinon, on va mettre les malades par terre. Donc, nous aussi, on les fait sortir à J1. Mais les faire sortir à 30 minutes, c'est pas possible. On va attendre au moins 12 heures, je veux dire. Au moins 12 heures. Donc, essayez de les retenir au moins 12 heures. Mais pas 30 minutes, c'est pas possible. 2 heures en salle d'accouchement. Nous, quand la patiente accouche, on la surveille. On la garde devant nous pendant 2 heures. On voit les constantes, la tension, on voit le saignement, l'état de conscience. Parce que c'est important. Elle peut vous faire un état de choc. Elle peut faire une rupture utérine sans que vous le sachiez. Elle peut faire une hémorragie grave qui va l'emporter. C'est pas possible de la faire sortir aussi précocement. Mais on les fait sortir à J1. Donc, nous, elle passe la nuit et le lendemain, elle sort. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je pense que je vais laisser la parole à Dr Mwanga. Merci pour l'exposé, professeur. Bonsoir. Docteur Mwanga, votre micro est ouvert. C'est ouvert, je sais que vous m'excusez maintenant. On ne vous reçoit pas super bien. Vous pouvez un peu élever la voix, s'il vous plaît. J'espère que maintenant ça va. Oui, maintenant ça va. Merci, professeur. En fait, il y a une question qui m'est souvent posée par les patients, ça me met souvent dans l'embarras. On veut savoir la période directive pour reprendre la vie sexuelle après l'accouchement. Comment? La vie? La vie sexuelle. C'est-à-dire les rapports sexuels, voilà, peuvent reprendre après combien de temps? Docteur Mwanga, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
D'accord. Merci, je suis docteur Mouranga, médecin militaire à l'hôpital de la première zone de défense en République démocratique du Congo. Très bien. Alors, la sexualité après l'accouchement, normalement, c'est après le retour de couche. Parce que la femme, elle saigne, on ne peut pas avoir de rapport. Elle a toujours ses lochies, elle peut risquer l'infection, son mari peut être infecté, c'est pas hygiénique. Et puis, il y a encore le vagin qui est très, très emplié, l'utérus qui n'est pas revu à sa place, le col qui est toujours fermé. Le col, il se ferme à J21, donc vous ne pouvez pas avoir de rapport avant J21, c'est clair, parce que sinon, le col qui est un verrou, c'est le verrou cervical qui empêche les infections de monter vers l'utérus, donc de faire une endométrite. Si on fait des rapports avant J21, on risque l'endométrite, hein, parce que le verrou cervical, il est ouvert. Donc, les recommandations, c'est le retour des couches. Donc, les rapports après l'accouchement devraient se faire après les premières règles. Sauf si la patiente, maintenant, la parturiente, elle est sèche, il n'y a plus de saignement, oui. Mais tant qu'elle saigne, c'est à éviter. C'est proscrit. Merci beaucoup, professeur. Je vais donner la parole à Dr Invo. Merci de vous présenter et de nous dire votre préoccupation. Bonsoir, docteur Pascaline. Bonsoir, cher professeur. Bonsoir. Et bonsoir, chers collègues qui sont en ligne avec nous. Et professeur, j'ai deux préoccupations. La première, je ne sais pas si vous me recevez très bien, professeur. Oui, on vous reçoit. D'accord. La première, c'est par rapport à votre précision sur la durée de l'antibiothérapie devant une endométrite du postpartum. Vous avez dit, on fait l'antibiothérapie jusqu'à 48 heures après apyrésie et vous avez insisté que pas de relais péros. Oui. Je peux vous rassurer que jusqu'à ce jour, à 16h, à 17h moins, je fais toujours un relais péros. C'est vrai que je mets l'antibiothérapie parentérale après apyrésie et voilà, ça qui me permet de faire le relais péros. Je voudrais me corriger et pourquoi je ne dois pas mettre péros. Ma deuxième, ok. Allons-y, je vous écoute. Ok, merci, professeur. Ma deuxième préoccupation, c'est concernant l'anti-inflammatoire, la contre-indication de l'anti-inflammatoire chez une femme allaitante, c'est-à-dire une femme en postpartum. Depuis la fac, je n'avais jamais eu le courage de demander à mes maîtres quel est le mécanisme qui explique, par quel mécanisme les INS influencent la production du lait. Je ne sais pas si ma question est bien comprise, professeur. Oui. OK. Alors, pour la première question, pour le relais péros, c'est les recommandations. Hein. D'accord. Si la patiente elle est toujours fébrile pendant 15 jours, on va donner 15 jours. Et puis, quand elle est apéritique, on ajoute 48 heures, on peut arrêter. Ça veut dire qu'elle est apéritique, ça veut dire qu'il n'y a plus de bactéries, c'est bon, elle est guérie. Mais je vous rassure que chez nous, c'est pas respecté aussi. D'accord? Les patientes, elles sont là, hospitalisées 3 semaines, 4 semaines sous antibiotiques, et puis on les sort et on leur donne encore 15 jours d'antibiotiques. Ce qui n'est pas recommandé parce que là, vous allez détruire toute la flore microbienne de la patiente et vous pouvez la mettre carrément en danger parce que l'abus d'antibiotiques, il peut créer des résistances, il peut désorganiser la flore microbienne et favoriser d'autres infections. Donc, il n'est pas nécessaire. Bien sûr, si elle a un abcès, c'est différent. Il faut d'abord faire l'échographie. Un contrôle échographique pour être sûr qu'il n'y a pas d'abcès. S'il y a un abcès, c'est différent. Mais si elle fait juste une endométrite qui n'est pas compliquée, il n'y a pas d'abcès tubo-ovarien, il n'y a pas de masse collectée. Là, vous avez une endométrite, vous la mettez sous traitement, elle est apéritique, 48 heures après, vous arrêtez le traitement. C'est bon. Maintenant, si elle est abcédée, c'est différent. Je parle des endométrites, mais les endométrites compliquées, c'est différent. Donc, il n'est pas nécessaire de donner un relais péros. Pour la deuxième question, ce n'est pas par rapport au lait, hein. C'est parce qu'il passe dans le lait, l'anti-inflammatoire.
et qu'il est contre-indiqué l'anti-inflammatoire chez le nourrisson, c'est tout. Il n'arrête pas l'allaitement. D'accord? Il ne va pas arrêter la montée laiteuse, l'anti-inflammatoire. Pas du tout. Ah, Sinon, on d'accord. l'aurait utilisé pour la lactation, hein. Non, l'anti-inflammatoire n'arrête pas la montée laiteuse. La montée laiteuse, elle est autonome, elle est un circuit fermé. Le sein, la succion, la fabrication du lait et la succion du bébé entretient la fabrication du lait. C'est tout. Peut-être les oestrogènes peuvent, ils disent que les oestrogènes, c'est pour ça qu'on ne donne pas la pilule aussi. La pilule ostroprogestative, on ne la donne pas chez la femme qui allait parce qu'il passe d'abord, l'oestrogène passe dans le lait, il n'est pas bien chez le nourrisson. Et deuxièmement, apparemment, ça réduit un peu la montée laiteuse. Mais l'anti-inflammatoire ne réduit pas la montée laiteuse, mais il est juste, il passe dans le lait et on dit on doit éviter de donner des anti-inflammatoires chez nous. Mais c'est tout. Mais Donc, c'est professeur, pas- Je vous en prie. ok, professeur, Oui, ok. Et si c'est ça, chez les femmes qui ont fait de mort fétale hétéro, après l'expulsion du fœtus, quel médicament vous mettez chez vous pour tarir le lait? Parce qu'ici, on nous dit que quand tu mets dans de l'INS, on met de l'aspirine à dose anti-inflammatoire pendant 5 jours ou 7 jours, que ça permet de tarir le lait et c'est ce que je fais quand même, c'est ce que j'ai appris. Je voudrais savoir voilà, votre avis par rapport à ça. alors une femme qui accouche et qui n'allait pas, carrément. Oui, Soit qu'elle a oui, perdu son bébé, soit elle ne veut pas allaiter. Ben, déjà, si elle ne donne pas le lait, si elle ne donne pas le sein, la montée laiteuse va s'arrêter toute seule en une semaine ou 15 jours. Si la femme ne donne pas le sein à l'accouchement, elle ne veut pas allaiter, elle va avoir un petit engorgement. Et au bout d'une semaine à 15 jours, le lait, la fabrication du lait va s'arrêter toute seule. d'accord. D'accord? Donc, si elle n'a D'accord, pas voici. commencé, c'est 15 jours maximum et ça arrête tout seul. Maintenant, nous, ce qu'on donne, c'est les dérivés de l'ergot de seigle, d'Ostinex. Je ne sais pas si vous l'avez chez vous. Avant, on avait la Bon, bromocriptine, on avait le Parlodel avant. Avant, on le donnait Parlodel, mais maintenant, il est vraiment interdit. Maintenant, on donne Dostinex. Donc, dans les 24 premières heures, on donne un comprimé le matin, un comprimé le soir, et c'est bon. ok. Mais si on ne donne rien du tout, ben, et que la femme n'allait pas, ne donne pas le sein, et ben, il n'y a pas de problème. Ça va s'arrêter tout seul. Si vous rappelez, la prolactine, elle baisse toute seule. Au bout de 15 jours, ça devient un taux normal. Et tant qu'il n'y a pas de prolactine et que il n'y a pas de succion, il n'y a pas le bébé ne tète pas, il n'y a pas de fabrication de lait. Donc, toute seule, elle va s'arrêter. Maintenant, pour les anti-inflammatoires, je ne sais pas. Ce n'est pas de notre pratique. Je n'ai pas d'informations sur ça. Mais on a le droit, hein, on a le droit d'essayer, de donner ce que ça dépend. Chacun son habitude et sa potion magique. D'accord, professeur. D'accord? Ouais. Merci, professeur. Merci, c'est moi. Merci à vous, docteur. Nous allons passer à Monsieur Ernest Sa. Bonsoir, professeur. Hein? Bonsoir. Je suis Sari Tobanzi Ernest. Oui, on vous écoute. Je crois qu'on a perdu. Le micro de Monsieur Ernest Oui. crache. Monsieur Ernest, vous êtes avec nous, vous nous recevez? Je pense qu'on va passer d'abord. Oui, allô? Vous Allô? entendez? Oui, oui, on vous entend. D'accord. Bon, je m'appelle Sari Ernest. Je suis étudiant en doctorat à l'Université de Ouagadougou. Pour moi, ce n'est pas une question, c'est juste un éclaircissement. Je voudrais que vous reveniez sur les mesures à prendre pour éviter une incontinence urinaire. Vous voulez que je vous montre? Oui. Vous avez parlé des mesures à prendre pour éviter une incontinence urinaire. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus dessus? Ah, d'accord. Je pensais que vous vouliez que je reprenne D'accord, bien sûr. Pour éviter une incontinence urinaire. Bah, déjà, avant l'accouchement, pas qu'après l'accouchement.
Avant l'accouchement, il faut faire la rééducation, une préparation à l'accouchement. D'accord? Une préparation à l'accouchement, c'est la rééducation prénatale. Il faut baisser le poids, d'accord? Ne pas trop grossir, éviter les constipations, faire un massage du périnée, préparer le périnée pour éviter les déchirures. Éviter les expressions pendant l'accouchement. Éviter de faire des déclenchements abusifs et surtout à la prostaglandine. S'il y a lieu de faire une épisiotomie, il faut la faire à temps, pas en retard. Quand vous faites un accouchement, il faut que la vessie soit vide. Pendant l'expulsion, il ne faut pas qu'elle soit pleine, parce que sinon la tête va pousser sur cette vessie. Donc, les extractions instrumentales, bon, parfois on ne peut pas les éviter. Mais les macrosomes, quand c'est un macrosome, il vaut mieux faire une césarienne que d'avoir un périnée compliqué. Et bien sûr, réexaminer, réévaluer à 3 mois du postpartum pour voir s'il y a toujours une incontinence pour faire de la rééducation. D'accord? Et quand on fait une rééducation, on va commencer par la rééducation du périnée d'abord, et puis une rééducation abdominale. Voilà les principales mesures qu'il faut faire. Merci, professeur. Je vais passer la parole à monsieur ou madame Arounan Simido. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Arounan. Oui, c'est monsieur Aruna. Je remercie, cher professeur, pour la qualité de la présentation. Je suis Simido Haruna, je suis un médecin généraliste exerçant au Mali. J'ai 2 préoccupations en fait. La première, j'aimerais savoir la durée normale de l'antibioprophylaxie du postpartum et d'ailleurs quel est l'antibiotique qui est plus indiqué. La deuxième question, il s'agit de quand est-ce qu'il faut-il prescrire de la bromocriptine? Très bien. Merci. Compris. Alors, pour les antibiotiques du postpartum, même pour les césariennes, pour les césariennes, ce qui est recommandé, c'est de faire 1 heure avant une injection d'antibiotiques. Mais ce qui se fait dans les pays développés, pas chez nous, ce qui se fait, c'est que c'est pas systématique l'antibiotique. Il n'y a pas de risque infectieux. Eux, ils font vraiment des accouchements aseptiques, c'est un bloc opératoire. La patiente, elle va prendre sa douche bétadinée sur le corps, le vagin, il y a des champs stériles, toute l'équipe est habillée d'une façon stérile. Vous êtes dans un environnement chirurgical. Et quand il n'y a pas de choriomyotite, il n'y a pas de fièvre avant l'accouchement, et puis il n'y a pas de vaginose, parce qu'ils prélèvent toutes les femmes avant l'accouchement pour voir s'il y a une infection vaginale ou pas, pour les traiter avant. Du coup, c'est pas systématique les antibiotiques après un accouchement, ni après une chirurgie. Donc, je vous dis, en Europe, ils opèrent quand c'est une chirurgie propre, ils mettent pas d'antibiotiques à la sortie du patient. Ils mettent avant l'intervention, pendant l'intervention, et c'est tout. Mais bon, nous, on n'a pas les mêmes moyens. Du coup, puis c'est culturel chez nous. Nous, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, une femme qui vient d'accoucher, elle ne se douche pas. Elle ne prend pas sa douche. C'est culturel. Pour elle, c'est interdit. Il ne faut pas prendre sa douche, sinon elle aura de l'air qui va rentrer dans son vagin, dans son utérus. C'est tabou, c'est culturel. C'est comme se lever. Pour nous, la femme qui vient d'accoucher, elle ne doit pas se lever. Du coup, elle risque la thrombose, mais en Europe, non, c'est le lever précoce. Là, elle vient d'accoucher, elle rentre chez elle à pied. Nous, on va les couver, on va les garder à l'alité, on va les nourrir. Donc, vous avez le risque de thrombose. Elle ne doit pas se laver, elle ne doit pas s'exposer. Du coup, risque infectieux. Nous, on fait 8 jours d'amoxicilline. Voilà. Pour les accouchements et pour les césariennes. C'est 8 jours. 8 à 10 jours. Mais en fait, normalement, on devrait sélectionner un accouchement eutoxique, une femme qui n'a pas d'hémorragie, qui ne fait pas de l'anémie, qui n'est pas porteuse d'infection,
dont l'accouchement était peu toxique, on n'a pas fait de manœuvre, on n'a pas fait un forceps, on n'a pas fait une version, on n'a pas fait une épisio, ben, c'est naturel. Elle peut ne pas recevoir d'antibiotiques. Et pour la bromocriptine, je vous ai dit que non, elle est interdite, la bromocriptine. On n'a pas le droit de donner de bromocriptine. On peut donner le Dostinex, mais pas la bromocriptine. Elle est proscrite parce que elle cause des AVC, des infarctus du myocarde. La bromocriptine, elle n'est plus d'actualité. Donc, si vous voulez que je vous parle de la prescription du Dostinex, oui, mais pas la bromocriptine, d'accord? Donc, pour ce qui est du Dostinex, qui est la cabergoline, qui est un dérivé de l'agneau de seigle, il y a la cabergoline, il y a aussi la luziride. Je vous ai dit que pour arrêter la montée laiteuse après l'accouchement, juste après l'accouchement, pour éviter la montée laiteuse, il n'y aura même pas de lait. On va donner un comprimé le matin et un le soir. C'est tout. Maintenant, c'est la patiente, elle a commencé à allaiter. D'accord? Et c'est le premier mois de l'allaitement. Il ne faut pas dépasser un mois. Pendant le premier mois, on peut donner un demi-comprimé le matin, un demi le soir, et le lendemain, un demi-matin, un demi le soir. En fait, dans tous les cas, c'est 2 comprimés. Si elle n'a pas encore allaité, elle vient d'accoucher, dans les 24 heures, on prend un comprimé matin et soir, un jour. Si elle a commencé l'allaitement et qu'elle veut arrêter, elle prend aujourd'hui un demi-matin, un demi le soir, et demain un demi-comprimé le matin, et le soir un demi. C'est tout. Mais il faut que ça soit pris dans les premiers mois, parce que dépassant un mois d'allaitement, le sein devient autonome. L'inhibition par les médicaments ne pourra pas servir. Il faut juste arrêter la tétée. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, oui, professeur, j'ai bien compris. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je pense qu'il y a une main levée. On va passer au docteur Kilongo. Très bien. Docteur Kilongo, vous êtes là? OK, il est là. Alors, oui, bonsoir, professeur. Merci pour l'exposé. Merci à vous. J'ai une seule préoccupation, c'est par rapport à la prise en charge d'une accouchée en postpartum immédiat à la sortie de son hôpital qui demande d'être mis sous un traitement contraceptif. Comment faut-il se prendre dans ce cas? Un traitement contraceptif en postpartum, oui. Comment s'y prendre dans ce cas? Une patiente qui vient de sortir de l'hôpital, qui demande d'être mise sous un traitement contraceptif. Très bien. En fait, pour la contraceptive indiquée dans ce cas. Très bien. Il y a 2 cas. Si la patiente, elle va allaiter son enfant, donc elle va donner le sein. D'accord? On ne peut pas donner la pilule ostroprogestative. Non. Il faut donner les microprogestatifs. C'est ce qui est recommandé. À J3, au 3e jour de la sortie, enfin de l'accouchement, elle peut commencer à prendre les microprogestatifs en continu, sans arrêt, un comprimé par jour, sans interruption. Je ne sais pas ce que vous avez chez vous comme marque, mais microprogestatif. Maintenant, si elle allaite, vous pouvez donner soit un microprogestatif, pareil, au 3e jour, après l'accouchement, soit une pilule ostroprogestative, donc une pilule combinée. Mais la pilule combinée, elle ne doit pas être donnée avant J21, après l'accouchement, 21e jour après l'accouchement.
Parce qu'on sait que pendant les 2 semaines qui suivent l'accouchement, il y a un risque de thrombose et d'embolie. Et que la pilule ostroprogestative aussi, elle est thrombogène. Donc, il y a un risque de thrombose accentué, accumulé. La pilule ostroprogestative, elle sera donnée à J21. Si la patiente, bien sûr, n'allaite pas, si elle donne le biberon, si elle allaite, vous n'avez pas le droit de donner une pilule ostroprogestative, mais vous allez donner une microprogestative. Je me répète une autre fois, je ne sais pas si vous avez compris. Si la patiente, elle donne le sein, elle a le droit à un seul type de pilule, c'est les microprogestatifs, qui seront données au 3e jour après l'accouchement. Si elle n'allaite pas, vous pouvez donner les microprogestatifs, pareil à J3, ou bien une pilule ostroprogestative à J21. Et puis, il y a le stérilet aussi, si vous voulez. Le stérilet, on peut le poser 6 à 8 semaines après un accouchement. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Très bien, c'est clair? Vraiment, oui, vous avez répondu à ma préoccupation, surtout la dernière, parce que c'était la dernière question que je voulais poser par rapport au dispositif intra-utérin, et heureusement, vous avez abordé ce point. 6 à 8 semaines, c'est l'idéal. On peut le faire avant, mais il vaut mieux attendre 6 à 8 semaines, parce que sinon, il y a beaucoup de rejets. Si vous le faites avant, il n'y a pas l'involution utérine, l'utérus est toujours gros. Vous placez votre stérilet, il peut tomber, il peut bouger. Il va pas, même s'il ne tombe pas, il peut bouger, il n'est pas à sa place, il n'est pas efficace. L'idéal, c'est d'attendre 6 semaines. OK, merci, professeur. C'est moi. Merci à vous, docteur JP. Nous allons laisser la parole à docteur Cédric Benga. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai du mal à entendre le docteur Cédric, mais son micro est ouvert. Non, on n'entend pas. Moi aussi, je n'entends pas. Docteur Cédric, vous êtes avec nous. Votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Merci, professeur. Merci pour l'exposé. Le docteur là, c'est bon, vous pouvez capter. Oui, on vous entend, mais ça crache beaucoup. Je pense qu'il va revenir. Oui, là, on n'entend pas. Je pense également qu'on peut activer la discussion, hein, comme ça, si il n'arrive pas à se connecter. Voilà, merci. Je pense, docteur Cédric, si vous n'arrivez pas à revenir, vous pouvez laisser un message dans le chat. Hein. OK. Monsieur ou Madame Kondian, vous avez la parole. Et après, ça sera le tour de la personne qui a le téléphone iPhone. Monsieur ou Madame Kondian, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur, pour la présentation. J'ai une petite question. C'est par rapport à la montée laiteuse. J'ai une accouchée qui on a un retard de montée laiteuse. Disons qu'elle fait 2-3 jours. Il n'y a pas toujours de lait qui coule. Est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent favoriser cette montée laiteuse? Merci beaucoup, professeur. Merci, même si on aurait bien aimé que vous présentez Monsieur Kondian. Moi c'est... Ok, vous m'excusez. Moi c'est docteur Kondian Kouloukswa. Je suis médecin généraliste et je suis togolais. Enchanté. Alors, pour la montée laiteuse, il n'y a pas vraiment de solution. Hein. S'il y a une insuffisance de lactation, il n'y a pas de médicament miracle.
Bon, si vous me dites c'est 2-3 jours, non, c'est normal, c'est le colostrum. Les 2-3 premiers jours, c'est le colostrum. C'est juste quelques gouttes. C'est à partir du 3e, 4e jour qu'on a le lait. Qu'est-ce qui peut favoriser? Il n'y a pas vraiment un traitement miracle qui favorise la montée laiteuse. Si la femme n'a pas de lait, il y a des femmes qui n'ont pas de lait. C'est soit un problème hormonal, ou c'est soit les seins qui ne sont pas bien développés, mais il n'y a pas un médicament recommandé pour la montée laiteuse. Après, il y a des astuces de grand-mère. Nous, chez nous, on donne de la soupe aux lentilles et au poulet. Ils disent que ça favorise la montée laiteuse. En fait, il faut donner des liquides. Il faut donner beaucoup de liquides. C'est le plus important. Mais il n'y a pas de médicament qui fait favoriser la montée laiteuse. Peut-être quand il y a un engorgement, il y a le lait qui sort pas, il est dans le sein, il ne monte pas. Oui. Là, on peut donner, soit c'est le tire-lait, soit on donne une injection d'ocytocine, Lucento. Ça favorise l'excrétion. Mais il n'y a pas de médicament miracle pour améliorer ou augmenter la montée laiteuse. Voilà. Ok, je vais prendre le relais du docteur Pascaline. Là, on est autour du docteur qui a un téléphone iPhone, qui s'appelle iPhone. Vous pouvez activer votre micro et prendre la parole, s'il vous plaît. Je vous vois parler, mais votre micro n'est pas activé. Alors, entre-temps, il y a un message là. Oui. Il y a, ouais, c'est iPhone Kelongo. Conduite à tenir devant la psychose purpurale. Alors, la psychose purpurale, c'est une psychose, c'est la psychiatrie, hein, ce n'est plus de la gynéco-obstétrique. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut séparer, si vous l'avez dans votre service de maternité, il faut séparer la maman de l'enfant et surveiller la patiente, la mettre dans une chambre qui n'a pas de fenêtre et laisser un parent avec elle et une infirmière parce qu'elle risque de se suicider. Et si vous laissez l'enfant, elle risque de le tuer, c'est l'infanticide. C'est une psychose qui est centrée sur l'enfant et sur l'accouchement. Donc là, il y a un passage à l'acte. La patiente sera suicidaire et elle peut faire de l'infanticide. Donc ça, il faut l'adresser, il faut l'interner, l'hospitaliser en psychiatrie et puis la traiter comme psychose et puis ça va rentrer dans l'ordre. Mais le plus important, c'est séparer la maman de son enfant parce qu'il y a un risque d'infanticide. Et bien sûr, la protéger d'elle-même, la mettre dans une chambre sans fenêtre, sans objet contondant et la surveiller de près et puis la mettre en psychiatrie pour qu'elle reçoive les traitements appropriés. Après, ça regresse. Une fois traité, ça regresse. Excellent. Merci, professeur. On va repasser la parole. Voici son micro. Non, je pense qu'il a toujours du mal. Ou au pire, vous pourrez écrire. Non, il faut écrire le message. C'est ça, exactement, dans la discussion. On va vous. Voilà. Ça sera plus simple. Oui. Okay. Donc, en attendant, je vais demander s'il y a d'autres intervenants qui aimeraient, enfin, d'autres participants qui aimeraient intervenir pour poser des questions. Il y a une question. Bonsoir, professeur, je vais la lire. Bonsoir, professeur. C'est ça. C'est pas recommandé, hein. C'est clair que les oestrogènes, on les donne pas chez la femme qui allait parce qu'ils passent dans le lait, il y a un risque pour le nourrisson. Et puis, parce que ça réduit la fabrication de lait. Donc, les oestrogènes, oui, ils baissent la fabrication de lait. Donc, vous pouvez les utiliser, mais est-ce qu'ils sont recommandés? Non, ils ne sont pas recommandés. Il y a beaucoup de traitements qu'on utilise dans d'autres indications, mais ce n'est pas des recommandations. Oui, les oestrogènes inhibent la montée laiteuse, mais ils ne sont pas
recommandé dans cette indication. Donc, je veux dire, c'est pas une indication. Mais après, si vous n'avez pas de quoi arrêter la montée laiteuse, oui, vous pouvez les utiliser. Mais après, à dose qui n'est pas très élevée, c'est des oestrogènes. Et puis, les oestrogènes, ils sont contre-indiqués jusqu'à 21 jours après l'accouchement. Parce que je vous ai dit qu'il y a un risque de thrombose et d'embolie les 21 premiers jours après l'accouchement. Et les oestrogènes, ils sont thrombogènes. Du coup, c'est pas vraiment bien indiqué. Il faut peut-être voir si une patiente qui n'est pas grosse, qui est mince. Vous pouvez, mais c'est pas la bonne indication. C'est dangereux. C'est dangereux. Oestrogène avant 20e jour de l'accouchement? Non. Excellent, c'est bien noté, professeur. Il y a une autre question. Et le lavement en fin de grossesse est-il important? Si oui, vous nous éclairer? Là, j'ai pas compris, c'est quoi le lavement? C'est Lavement ça. rectal ou dans quel but? Si vous pouvez écrire, voilà. Ok. Ah, c'est pas la même personne? Non, je vais lire la question. Bonsoir, Oui. professeur. Moi, c'est docteur Mwesinga David à partir de Kigali, donc Rwanda. Merci pour l'exposé. J'aimerais avoir une précision par rapport à la durée de l'antibiothérapie en cas d'infection annexielle, car vous avez Ouais. parlé d'une antibiothérapie prolongée sans préciser la limite du traitement. Oui, très bien. Pour cette question, je vais répondre, mais celle du lavement, s'il pouvait écrire plus de détails. Alors, pour les infections annexielles, ça veut dire les abcès tubo-ovariens. On est obligé de prolonger parce qu'on va faire des contrôles échographiques. Si on n'opère pas la patiente, on a un abcès, on mesure ses dimensions, on va il est à 5 cm, et puis on attend, et 10 jours après, on refait l'écho, on va voir s'il régresse ou pas. Mais tant qu'il n'a pas régressé, on ne peut pas arrêter les antibiotiques. Donc, c'est aléatoire. Tant qu'il n'a pas régressé cet abcès, on ne peut pas arrêter les antibiotiques. Donc, c'est pas possible de vous donner la durée. Ça dépend au cas par cas. S'il est là pendant 3 semaines, vous donnerez 3 semaines. Enfin, c'est comme l'endométrite, hein. J'ai dit jusqu'à ce que la fièvre s'arrête. Du coup, on ne sait pas combien ça va prendre du temps. On ne peut pas vous dire au cas par cas. Donc là, abcès tubo-ovarien, antibiothérapie jusqu'à régression de l'abcès. C'est empirique, il n'y a pas de schéma bien précis. L'objectif, c'est que l'abcès disparaisse. La fièvre disparaît, l'abcès disparaît. Pour l'endométrite, c'est la fièvre. Il n'y a plus de fièvre. 48 heures après, on arrête les antibiotiques. Mais pour l'abcès, tant qu'il y a la masse là devant vous, vous faites l'échographie, vous avez toujours l'abcès, vous ne pouvez pas arrêter les antibiotiques. Parce que sinon, ça va flamber, ça va recommencer. Donc, jusqu'à disparition, 10 images annexielles. Disparition de l'abcès. Pour être un peu plus clair. Voilà. Excellent. Il y a une dernière question, enfin, une autre question qui dit « Bonsoir, Oui. professeur ». Je crois qu'elle vient du docteur Condian et qui n'arrivait pas à parler tout à l'heure. Donc, bonsoir, professeur. Est-ce qu'une femme qui a subi une épisiotomie lors d'un accouchement, lors de l'accouchement de la grossesse précédente, va forcément subir une épisiotomie lors de l'accouchement d'une grossesse ultérieure? Très bien. Alors, pour l'épisiotomie, nous, on continue toujours à la faire pour les primipares. Mais en Europe, non. En Europe, maintenant, l'épisiotomie, elle n'est pas faite systématiquement pour le premier accouchement. Parce que j'ai dit, ils font la préparation à l'accouchement. Du coup, la patiente, elle sait quand est-ce qu'elle va pousser, quand est-ce qu'elle va s'arrêter, elle va bien contrôler ses efforts. Et puis, ils accouchent sans douleur aussi. Quand on fait un accouchement sans douleur, le périnée il est relâché, la patiente n'est pas agitée, elle est coopérante. Vous pouvez ne pas faire l'épisio, même pour le premier accouchement, on peut ne pas faire l'épisio, hein, parce qu'on prend notre temps, le périnée va se distendre doucement et puis la tête va sortir sans déchirure. Mais nous, on ne peut pas faire l'arachie ou l'anesthésie locale sur les patientes. On n'a pas de... Chez nous, en Algérie, on ne peut pas le faire à tout le monde. Peut-être en clinique privée, oui, mais à l'hôpital, il y a une charge importante. On a dans la garde d'un seul médecin réanimateur, il ne va pas faire l'anesthésie à tout le monde. Du coup, on fait systématiquement l'épisio pour les primés. Mais, une fois que la femme a accouché, son périnée, il est descendu.
Du coup, quand elle revient pour un deuxième accouchement, elle a un périnée qui est compliant, qui est distendu. Du coup, on n'a pas besoin de faire l'épisio. Pour le deuxième, non, c'est pas parce qu'elle a fait une épisio la première fois qu'elle fera toujours une épisio. Pas du tout. Parce que même s'il est gros, le bébé, c'est pas le périnée, c'est pas la muqueuse ou le muscle qui gêne, c'est l'os. Du coup, l'épisio, c'est juste pour éviter une déchirure. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous pour l'épisio? C'est que quand il y a le couronnement, la tête, elle est là, sur la vulve, elle va sortir, on regarde si le périnée s'est blanchi. Si les tissus blanchissent, on sait qu'ils vont se couper. Du coup, là, on va couper, nous, avant que ça se coupe tout seul, on va diriger notre épisio, c'est mieux. Sinon, quand on voit que tout se passe bien, il n'y a pas de risque de déchirure, on ne fait pas d'épisio. Donc, elle n'est pas systématique déjà pour les prémis. Et pas du tout systématique, on ne la fait pas parce qu'on a déjà fait une épisio. Non. Ce n'est pas une indication permanente. À chaque fois qu'une épisio, on refait une autre. Du tout. Excellent. Alors, merci, professeur. Donc, il y a le docteur. Rectal. Voilà. L'acnement rectal ou la purge. Certains recommandent aux femmes enceintes de faire des purges rectales déjà vers la 30e semaine d'aménorrhée. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé maintenant. On ne fait pas de lavement rectal. Il n'y a pas de recommandation pour faire un lavement rectal. Pas du tout. Maintenant, si les patientes sont constipées, c'est différent. Si elle est constipée pendant sa grossesse, on va lui demander de faire un régime avec riche en fibres et en liquide pour ne pas avoir de constipation, ou bien on la met sous traitement pour qu'elle ne soit pas constipée, c'est tout. Mais on ne fait pas de lavement rectal en préparation à l'accouchement, du tout. Non. Et puis, je reviens une fois de plus, professeur, avec cette question, est-ce que l'administration d'antibiotiques est systématique pour tout accouchement? Non, mais chez nous, oui. Voilà, les recommandations. Non, on veut ne pas donner d'antibiotiques. C'est un acte naturel. Je vous ai dit, c'est un accouchement. C'est fait normalement. La patiente, elle n'est pas tarée, elle n'a pas de facteur de risque. On a fait dans des trucs, dans de bonnes conditions d'asphyxie, on n'a pas fait des bisous, elle n'a pas saigné, elle n'a pas fait d'hémorragie de la délivrance, elle n'a pas de fièvre. Et quand elle a accouché, le liquide, il était clair, il n'y a pas de liquide teinté, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de chorioamniotite. Ben, il n'y a aucun risque d'infection. C'est naturel, c'est un bébé qui sort et c'est tout. Mais chez nous, on le fait d'une façon systématique parce que nos femmes, c'est culturel chez nous en Algérie, je ne sais pas chez vous, elles ne prennent pas leur douche après l'accouchement. C'est culturel, ils disent que c'est pas bien. Du coup, elles ne se lavent pas après l'accouchement et du coup, il y a un risque infectieux. Du coup, on met systématiquement. Et je vous ai dit, même pour l'accouchement en Occident, ils ne mettent pas des anticoagulants systématiques, pas du tout. Pour l'accouchement, ça dépend des facteurs de risque. On regarde si elle est diabétique, elle est obèse, elle a une prééclampsie, elle est cardiopathe, elle a des varices. Ça dépend, mais sinon, c'est pas systématique. Mais je pense que chez nous, on devrait le faire d'une façon systématique parce que c'est les conditions. On n'a pas les conditions d'asepsie même chez nous, même en Algérie. Voilà. Merci. Ouais. En prie. Je pense qu'il y a plus de questions, de nouvelles questions dans le chat. Non. Parfait. Donc, je vais vous laisser dire votre mot de fin et je vous remercie infiniment pour cette excellente présentation. Ben, c'est moi qui vous remercie. C'est un très, très grand plaisir et c'est un honneur d'être là parmi vous avec mes frères africains. Je suis très, très ému et très fier et je vous remercie énormément. J'espère avoir été à la hauteur et j'espère qu'on va se rencontrer encore. Et puis, merci pour votre communauté REMA. Eh ben, je suis très fier de pouvoir participer à votre programme. Et je vous remercie du fond du cœur. Merci infiniment, professeur. Et je vous remercie également au nom de tous les participants. On a vraiment beaucoup appris, surtout la séance de questions-réponses. C'était exceptionnel. Merci beaucoup. Une agréable journée. On ne va pas davantage abuser. À vous aussi. Merci, professeur. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir.